choisi en fait, de faire une forme un peu originale pour vous, mais en tout cas qui est assez classique pour nous, puisque c'est une réunion du collectif. Vous avez autour de la table donc les membres du collectif cette année, il en manque quelques-uns, mais pas beaucoup quand même. Alors moi je suis donc Caroline Andrieux, je vais enlever ce micro pour pouvoir regarder en parlant. Je suis fondatrice, directrice artistique de la Fonderie Darling et Quartier éphémère. Alors je vais d'abord me présenter, ensuite on va faire un tour de table. On va vous présenter le projet en général avec les aspects autant historiques, patrimonial, économiques, architectural du projet. On va ensuite vous présenter les projets fondateurs, donc les projets qui vont être implantés dans le bâtiment de façon à peu près certaine. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de place pour d'autres projets. Et ensuite, on aimerait en fait ouvrir le débat à vous-même, savoir si vous avez justement des projets à proposer ou des idées qui pourraient servir à enrichir notre bâtiment 7. Donc voilà, moi je suis Caroline Andrieux, je suis fondatrice et directrice artistique de la Fonderie Darling. C'est un lieu d'art visuel qui est dans le Vieux-Montréal. C'est un lieu où il y a en fait deux pôles assez dynamiques, un pôle d'exposition et un pôle d'ateliers d'artistes et de résidence internationale. Donc le principe de l'organisme, c'est vraiment de mêler création, production et diffusion sur un même lieu. Le principe aussi, c'est de récupérer des lieux vacants qui sont soit désuets, soit obsolètes, soit en transition, soit voués à la démolition en fait, et de le récupérer pour des fins artistiques. Donc le bâtiment 7 s'inscrit dans cette idéologie-là. Alors je passe la parole à ma voisine Natacha. Ça sera pas long. Je vais visser au bouchon. Bonsoir. Alors mon nom c'est Natacha Alexandrov. Au sein du collectif qui regroupe surtout des groupes, il y a une citoyenne, puis il y a un architecte. Alors moi je suis la citoyenne. Je suis là parce que j'aime l'architecture. Je m'occupe du patrimoine. Je fais partie de la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles. Et quand ça a commencé, les fameuses histoires du bâtiment du CM, quand ils ont voulu vendre les ateliers, tout le monde dans la pointe a regardé ça, puis a dit « Oula, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis moi, ma première chose dans ma tête, c'était « Il faut protéger les bâtiments, il ne faut pas qu'on les détruise. » Alors, c'est vraiment pourquoi je suis ici, c'est une des raisons. Je suis ici aussi pour représenter la table de concertation Action Gardien. Moi, je suis chez Action Gardien à travers la Société d'Histoire. Et comme notre amie Karine ne pouvait pas être là ce soir, elle m'a demandé de représenter Action Gardien, qui est la table de concertation et qui regroupe 24 groupes communautaires de Pointe-Saint-Charles. Voilà. Et je passe à mon voisin. Alors, bonsoir. Moi, c'est Charles Gagnon. Je suis agent de développement en économie sociale au réseau, le regroupement économique et social du Sud-Ouest. Ça se trouve être une CEDEC, Corporation de développement économique communautaire. En fait, on ne s'appelle pas CEDEC parce qu'on est la première. Une CEDEC, c'est une organisation qui a pour mission de faire du développement économique communautaire. Je sais que je suis redondant un peu, mais ça veut dire mettre en commun les acteurs socio-économiques dans un territoire. Dans ce cas-ci, c'est l'ensemble de l'arrondissement du Sud-Ouest, et essayer de trouver les problèmes socio-économiques et trouver les solutions par et pour donc les acteurs d'un territoire. Alors, le réseau regroupe au sein de son conseil d'administration autant des groupes communautaires, des entreprises d'économie sociale, des syndicats,
mais également le C3S, l'arrondissement, donc de l'État, et également des banques, entreprises et industries. Alors tout le monde ensemble, on cherche des solutions par et pour la population qu'on veut faire. Voilà, je pense que c'est assez pour l'instant. Bonsoir, je m'appelle Marc Dubuc, je suis architecte et collaborateur sur le projet, les différents projets sur les terrains CN, sur les personnes ressources à Pointe-Saint-Charles depuis à peu près 2007. J'avais fondé le bureau de l'OUF avec Daniel Pearl il y a une vingtaine d'années, mais je me concentre aujourd'hui sur l'enseignement. Je suis aussi professeur à l'école de design du Canada. Bonsoir à tous, je suis Chantal Zumbrun. Je travaille actuellement au Club populaire des consommateurs. Le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles. Je dis actuellement parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le quartier Pointe-Saint-Charles, dans les organismes communautaires. J'ai eu la chance, avec les citoyens, de passer à travers différents dossiers, le casino, et de rêver. Et voilà, le rêve aujourd'hui, c'est sur les terrains du CN. Et je vous parlerai un peu plus tard de toute l'expérience qu'on est en train de vivre au Club populaire des consommateurs avec le bâtiment 7. Merci. Là, c'est ton temps de dire quelque chose. Hein? Ah, voilà. Bonjour, je m'appelle Judith Caillé, je suis membre déléguée du Centre social autogéré. Je suis aussi la maman de cette petite bête-là qui s'appelle Lou. Voilà. Quand on fait des choses à Pointe-Saint-Charles, d'habitude ça dérange moins, mais c'est sûr que dans un décor comme ça, on le sent plus. Alors, je vais être ici pour parler du projet du Centre social autogéré. Et puis aussi pour parler du projet global du collectif C'est à nous, des ateliers C'est à nous, parce que aussi je travaille pour le C'est à nous pour un peu définir cette belle vision-là, ce beau projet-là de transformation sociale, culturelle et politique qu'on a à Pointe-Saint-Charles. Voilà. Alors, avec le bâtiment 7, on se situe à Pointe-Saint-Charles. C'est où, Pointe-Saint-Charles? En fait, si vous êtes vraiment déterminé, traverser 2-3 autoroutes, une traque de chemin de fer, un canal ou un fleuve, vous allez arriver un moment donné à Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est très près du centre-ville, mais c'est un quartier qui est enclavé. C'est un quartier qui a été longtemps extrêmement défavorisé et qui vit actuellement un grand processus d'embourgeoisement qui semble malheureusement inexorable. Donc, Pointe-Saint-Charles, quartier enclavé, si vous allez au fin fond de Pointe-Saint-Charles, vraiment où jamais vous penseriez aller, c'est les terrains du CN. C'est le bout du quartier, c'est 1/3 de la superficie de Pointe-Saint-Charles. Ça a été vendu en 2005 pour la somme de 1 $ à un ami de la caisse électorale du parti du maire Tremblay. C'est un quartier pour lequel, un bout de terrain en fait pour lequel le quartier avait beaucoup d'espérance, on en a encore beaucoup. C'était un espace qui était vu comme potentiellement pouvant accueillir du logement social, des projets qui servent à la communauté, plus d'espaces verts. Mais malheureusement, à l'époque, c'était vu pour faire un casino. Donc, à ce moment-là, il y a eu une petite mobilisation citoyenne qui a fait les manchettes pendant quelques temps, et puis le projet de casino a été abandonné. Ce qui a ouvert la voie, en fait, à ce qu'il y ait un projet qui réponde peut-être un peu plus aux aspirations du quartier qui s'y passe. Il y a eu toute une démarche en amont des opérations populaires d'aménagement, il y a eu une démarche de consultation populaire qui a été menée, il y a eu plusieurs experts, des urbanistes, des architectes qui nous ont aidés dans ce processus-là, dont Marc, de sorte qu'on arrive collectivement à se donner une vision. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe sur ces terrains-là? Et de sorte que, quand il y a eu des consultations officielles de la Ville de Montréal par le biais de l'Office de consultation publique, bien, le quartier était préparé. Il y avait eu toute une mobilisation qui avait été faite sur le sujet.
Puis on est arrivé avec des propositions qui étaient quand même, somme toute, sérieuses, crédibles, puis surtout qui étaient connectées à nos besoins. Là-dedans, c'est sûr que 35 hectares, c'est très grand. Là. Il y avait une portion résidentielle, une portion industrielle, il y avait aussi une poursuite des activités ferroviaires sur ce site-là. Mais il y avait un bâtiment, en fait, qui est maintenant connu sous le nom du bâtiment 7, qui a été pressenti pour abriter un projet collectif. Un projet qui répond à des besoins de la communauté, des besoins qui étaient multiples dans le domaine de services de proximité, d'autonomie alimentaire, aussi ah oui, c'est vrai, il y a PowerPoint. En domaine artistique, culturel, donc dans ce petit coin-là du monde, c'est un désert alimentaire, c'est aussi un désert culturel, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc on s'est dit, là, nous, c'est l'occasion de se prendre en main puis de se donner les projets qu'on a besoin pour notre développement. Pourquoi le numéro 7, en fait, c'est qu'il y a eu une liste de bâtiments, là, de toute la pléthore de bâtiments de ce grand terrain-là, puis c'était le 7e bâtiment sur cette liste-là. Fait que ça n'a rien de plus poétique que ça, mais au bout du compte, c'est rentré dans notre imaginaire comme étant le bâtiment 7. C'est devenu le collectif 7 à nous, puis il y a vraiment eu une démarche d'appropriation populaire, de dire, c'est à nous ce bâtiment-là, puis c'est la moindre des choses qui nous reviennent gratuitement. Parce qu'il y a tellement d'argent qui va être fait avec ça, parce que le propriétaire s'est déjà fait exproprier un bout de terrain pour l'AMT pour 13 millions de dollars donnés par le gouvernement du Québec, parce qu'il y a 1000 unités d'habitation qui vont être construites. C'est la moindre des choses qu'il y ait une partie de ce grand ensemble-là qui revienne à la communauté. Mais là, nous, ça nous apparaît comme une évidence, ça, mais de faire entendre ça aux grands décideurs de ce monde, c'est pas si évident que ça. Fait qu'il y a eu toute une mobilisation de quartier, une mobilisation citoyenne qui a eu lieu. Je pense qu'il n'y a rien qu'on n'a pas fait, là. Des campagnes d'affichage à la chorale, à la mairie d'arrondissement, à des pétitions, à des shows, à des manifs, à tout ce qu'on veut. En fait, ça a duré 4 ans. Puis je pense qu'on a réussi à être assez ingénieux puis créatif dans notre mobilisation. Puis en fait, on a réussi. On a réussi à obtenir ce bâtiment-là pour la somme d'$1, donc symbolique. Plus des argents, en fait, pour assurer sa remise aux normes, parce que le bâtiment il est extrêmement endommagé depuis tout ce temps-là. Et puis aussi la décontamination du site. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble, des groupes aux philosophies extrêmement différentes, des gens du milieu communautaire, artistique, de l'économie sociale, des professionnels et des anarchistes, des libertaires au sein du Centre social autogéré. Donc toutes ces philosophies politiques-là se sont mis ensemble. 2 minutes. Se sont mis ensemble, puis ils ont appuyé ensemble sur les bons pitons, puis ils ont fait des bonnes actions, puis ils se sont tenus au-delà des différences pour faire un projet qui serait animé de ces valeurs-là. Donc, justice sociale, solidarité, autonomie, respect, démocratie. Puis démocratie comprise dans son sens le plus horizontal, le plus inclusif possible. Fait qu'avec le projet du bâtiment 7, je vais conclure là-dessus. C'est un projet de transformation sociale, environnementale, culturelle qu'on veut. C'est de mélanger des activités qui se passent d'habitude en vase clos. C'est de faire en sorte de pouvoir mettre sur pied une genre de micro-économie solidaire, écologique, dans laquelle on pourrait regarder une exposition en buvant une bière qui est produite sur place, en amenant nos enfants puis que ça ne dérange pas personne. En ayant en fait des projets économiques qui répondent à nos besoins et dans lesquels on pourrait expérimenter plusieurs façons d'être ensemble. Je vous remercie. C'est une belle présentation. Natacha, est-ce que tu veux nous parler un peu peut-être du bâtiment, des ateliers du CN dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, point de vue social, économique? Non, pas économique. D'abord, il faudrait dire que Pointe-Saint-Charles, c'est le berceau de l'industrialisation au Canada. Quand je dis Pointe-Saint-Charles, j'inclus un peu plus haut, un peu plus bas, un peu au nord du canal aussi. Mais on parle de nous, donc c'est Pointe-Saint-Charles.
à cause de la force de l'eau. Parce que grâce au canal de la Chine, il y a eu la puissance de l'eau à une époque où il n'y avait pas l'électricité. Donc toutes les grosses compagnies ont fonctionné grâce à la force de l'eau. Donc elles se sont installées à la pointe. Et de là, toute l'industrialisation qui a commencé à continuer le long du canal et s'est propagée au travers du Canada. On a eu naturellement le train qui était arrêté de l'autre côté, sur la rive sud. Bon, on a décidé qu'il fallait le faire traverser pour qu'il continue. Donc il y a eu les ateliers du Grand Tronc qui ont été créés à cet endroit-là, un endroit où il y avait juste des fermes. Hein. C'était des fermes qui appartenaient à plusieurs congrégations. La congrégation de Notre-Dame, les Sœurs Grises, toutes les congrégations de sœurs et des frères, il y avait aussi les Sulpiciens, avaient des fermes pour nourrir leurs gens et nourrir les pauvres de Montréal. Donc c'était un terrain c'était vraiment des friches, il n'y avait pas de bâtiment ni rien. Alors quand le canal a été construit, naturellement, il a commencé à avoir des habitations. Ensuite, il y a eu les ateliers du Grand Tronc. Le train a continué à partir de là, c'est-à-dire qu'on a allongé les lignes de chemin de fer. On a remis ensemble toutes les petites lignes qui étaient privées pour devenir à un moment donné une grosse compagnie et qui a fini par faire faillite et qui a été rachetée par le gouvernement, ou du moins reprise par le gouvernement, qui s'est appelé le Canadien National après. Alors, ça a été... Pointe-Saint-Charles, il y a à peu près 14 000 habitants en ce moment. À l'époque où ça fonctionnait, il y en avait 35 000. Et de ces 35 000-là, il y en avait au moins peut-être un bon quart qui travaillait aux ateliers du CN. Et moi, je connais des gens dans le quartier, dans ma rue, dont les parents ont travaillé là, eux ont travaillé là, puis c'est vraiment une histoire de famille. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Du point de vue architecture industrielle, c'est important aussi parce qu'il y a plusieurs bâtiments et ils n'ont pas tous été construits en même temps. Donc ce sont des exemples d'architecture industrielle d'une certaine époque, chacun à leur tour. Comme le bâtiment 7, vous avez la partie centrale qui est de 1924. Ensuite, il y en a un autre qui s'est rajouté à l'avant, qui devait être, je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais peut-être dans les 1940 ou 50. Et ensuite, la partie arrière, qu'on appelle maintenant le Oil Store, qui est un petit peu séparée parce qu'il y a une partie qui a été démolie entre les deux, ce qui a démarré un petit peu la grande saga de protection du bâtiment. Parce que ma voisine ici, un jour, m'a appelé en disant « Natacha, ils sont en train de démolir le bâtiment 7. » Et c'est parti de là, entre autres. Alors, c'est pas grave. Donc, du point de vue architecture, c'est important. Il y a le patrimoine visuel, il y a le patrimoine aussi, notre culture, notre savoir-faire, nos façons d'être, tout ça fait partie du patrimoine. Et ça, c'est très important pour nous. Et à Pointe-Saint-Charles, on essaye de tous nos forces de le conserver. En évitant qu'on construise trop haut, en évitant qu'on démolisse, en évitant que les gens, transformant leur maison, transforment aussi le patrimoine visuel. Alors, est-ce que tu peux pas revenir sur celui-là? Bel bâtiment extérieur, le premier avant. Ouais, ok. Je vois pas très bien. En tout cas, vous verrez à un moment donné, là, il y a une partie avant, et voyez-vous, là, il y a 2, 4, 6, 8 fenêtres, et puis après, elle est un petit peu plus petite. Ça, c'est la partie la plus ancienne, à partir de la flèche, voilà. Et ça, c'est la partie avant du bâtiment, qui est plus récente. Et de l'autre côté, ben, à un moment donné, vous allez voir le Oil Store. Le Oil Store, on voit surtout l'intérieur, hein, c'est ça. Alors, à l'intérieur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement solide, mais malheureusement, notre propriétaire l'a laissé aller
depuis 2003. À l'époque, il y avait l'électricité, il y avait le chauffage, les vitres étaient là et tout, puis maintenant, il ne reste plus rien, il n'y a plus de fil. C'est un vrai désastre. Alors, c'est une des raisons pour laquelle il nous a donné un petit peu d'argent avec aussi, mais il va falloir qu'on aille chercher beaucoup plus. Alors, si vous avez des... Je vais passer la parole à Charles parce qu'il va vous expliquer ce que ça veut dire beaucoup plus. Fais la quête ensemble. Chaque personne ici doit donner 1 million avant de sortir. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'était que le réseau. Moi, mon rôle, je suis agent de développement en économie sociale. Mon rôle, c'est d'accompagner les projets d'économie sociale dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le projet du C'est nous, l'économie sociale, ça se trouve donc à être une entreprise, mais donc il y a une mission sociale. La mission prime sur le fait d'être une entreprise, mais qui doit vendre ou en tout cas avoir des activités économiques. Dans le cas du C'est nous, l'activité économique peut simplement d'être louer des locaux aux projets qui le composent, puis c'est bien en masse. L'intérêt qu'a le réseau dans ce projet-là, c'est que, tout à l'heure, Natacha vient de l'expliquer, dans l'ensemble du développement des terrains du CN, il va y avoir quoi, 1200 habitations, je ne me trompe pas? 800? Oui, mais plus les logements sociaux? Ou c'est 800 au total? Ok, bon. Donc, quand ils ont voulu démolir le dos, ça aurait fait 1200. Ah, je savais qu'il aurait dû le démolir. Donc, il va y avoir 800 nouveaux logements, des condos, mais des logements sociaux également. Mais il n'y avait pas, avant que le projet du C'est nous pointe le bout du nez, il n'y avait pas de projet pour avoir des services de proximité. Donc, on créait tout un quartier de condos ou d'habitation, mais pas de milieu de vie. Il y avait des parcs, évidemment, là, mais il n'y avait pas de milieu de vie, d'endroit où les gens peuvent se rassembler autour et consommer, mais répondre à leurs besoins dans ce sens-là, évidemment, et non pas dans le sens d'aller chez Walmart. Dans le fond, ce que le réseau voit là-dedans, donc je viens de l'expliquer, c'est le potentiel structurant. Nous, on veut faire le développement économique et social de l'arrondissement, mais un projet comme le C'est nous, c'est vraiment d'une pierre deux coups. Quelquefois, on fait d'habitude un petit peu plus économique, des fois un petit peu plus de social, et là-dedans, ça permet vraiment de faire les deux. Alors, mon intérêt principalement, donc, je l'ai dit, service de proximité, ça peut être un CPE, ça peut être un service alimentaire, ça peut être en fait répondre aux besoins et les identifier et idéalement y répondre. Les services, entre guillemets, que je rends au collectif dans mon accompagnement, c'est beaucoup les aider sur les aspects financiers. Le projet est immense, le terrain, la bâtisse fait 90 000 pieds carrés. C'est absolument gigantesque. Il y a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de travaux à mettre, probablement plusieurs millions de dollars de travaux à faire. Alors, il faut un montage financier important et c'est mon rôle d'aider le C'est nous à trouver ce financement-là par tous les moyens possibles et également de les aider dans leur plan d'affaires, c'est-à-dire de trouver la façon dont ils vont non seulement financer l'ensemble des travaux, mais survivre à long terme. Parce qu'on ne serait pas plus avancé si on démarre le projet puis on est donc bien content, mais après 2 ans, ça tombe, puis que d'un coup, quelqu'un pour ramasser ça et dire, finalement, c'était pas une si mauvaise idée des condos. Là. Alors, voilà. Plus on va trouver un des aspects qui est, disons, important, mais je ne peux pas montrer de chiffres, surtout maintenant, je pense que ça vous endormirait. Mais c'est que l'objectif, c'est plus meilleur est notre financement, meilleures sont les sources de financement, parce qu'il y a des prêts, mais il y a aussi des subventions. Bien, plus ce financement-là donc va être intéressant, moins les coûts d'opération et les loyers des projets qui vont être dans le bâtiment vont être importants. Et donc, certains projets qui ne seraient peut-être pas si viables que ça pourraient le devenir. C'est vraiment ça mon intérêt. Il y a des choses qui répondent vraiment à des besoins, mais il faut leur donner suffisamment d'espace financier pour pouvoir se développer.
Marc, tu vas présenter un peu les plans. Oui, mais Ouais, je on va vais mettre finir avec ça. Ça a brûlé. Non. Ah oui, Je vais choisir. Non, juste en bas à gauche. Je vais faire une petite description de bâtiment, juste pour familiariser. Je pense que plusieurs choses ont été dites déjà. Le bâtiment 7, on appelle Judith, a déjà expliqué, on appelle ça le nom aléatoire. En réalité, le bâtiment s'est appelé le bâtiment s'est appelé, on appelle le store building ou bâtiment des magasins. C'était construit en 3 parties, dont la partie qu'on peut voir en fait, dans la photo ici. C'est la première partie, on a fait construire en 1924. C'est probablement, on a fait ce qu'architecturalement, on a fait le plus intéressant. C'est une structure hybride de colonnes en acier, poutres en acier, immense solive et plaquage en bois et un mur porteur en briques sur l'extérieur. Et vraiment, on a fait ce cœur incroyablement légère et délicat. On a fait comme structure, on a fait des colonnes avec qui sont quasiment incroyablement petits, on a fait en termes de dimension. Je pense que c'est la partie la plus intéressante. Ça, c'est aussi, on a fait la partie principale parce que ça représente à peu près 50 000 pieds carrés total de superficie. Alors, c'est probablement les espaces le plus représentatifs, on a fait de l'ensemble du bâtiment. Deuxième partie du bâtiment qui a été construit aussi, c'est le oil storage, qui date de 1930, un bâtiment qui a été littéralement utilisé pour entreposer les huiles usées. C'est que j'imagine après le changement d'huile, on a fait des locomotives. Bâtiment entièrement construit en béton, incluant un toit en béton. Et mur extérieur, on a fait avec un parement en briques, mais substantiellement, on a fait en béton. Et la dernière partie, on a fait la partie probablement la plus laide, qu'on voit de la rue Levert, qui date de 1946, assez modeste, on a fait comme espace. Non, je pense que je ne l'ai pas en photo de celui-là. Mais quand même incroyablement robuste aussi, on a fait avec une structure entièrement en béton, avec qui permet de faire ces usages. Alors, c'est vraiment, on a fait des combinaisons, on a fait de différents types de structures qu'on a, on a fait différents hybrides, on a fait de différents types de structures qu'on peut utiliser. Mais quand même, typologiquement, on a fait le bâtiment généralement, on a fait ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment linéaire de presque 700 pieds de long. Et seulement à peu près 22-23 mètres de large de profondeur. On a fait que c'est très bien éclairé, et qui se permettent facilement à s'adapter à toutes sortes d'usages. Alors, il y en a vraiment, on a fait une occasion assez particulière. Comme souvent arrive, on a fait avec des bâtiments industriels, on a fait de ce genre, on a fait c'est que ça se prête facilement, on a fait une grande diversité, on a fait d'usages, on a fait c'est à cause de juste la configuration. La majorité du bâtiment est située sur 2 étages, un rez-de-chaussée qui se trouve à la hauteur. On a fait des wagons de train à peu près 1,2 mètres, on a fait du niveau de sol, on a fait le tour. Puis un deuxième étage, sur la majorité, on a fait des bâtiments quand même avec une capacité, on a fait portante, on a fait quand même assez élevée parce que c'était de l'entreposage. C'était prévu on a fait pour l'entreposage. Alors vraiment, on avait une opportunité de se porter. Si on peut revenir avec l'image de oil store. L'autre aspect qui est très intéressant, j'avais une rencontre hier avec Martin Roy, un ingénieur mécanique, mais quand même, un autre élément qui est particulièrement intéressant, c'est que la fenestration abondante
On a le bâtiment, on a fait à peu près 35 à 40 on a fait le mur extérieur et vitré, ce qui est exceptionnel. On a fait ce qui est plus exceptionnel, c'est le bâtiment principal. On a fait l'atelier de locomotive, on a fait qui probablement atteint plutôt 60 ou 70 on a fait de fenestration, mais pour cette époque, quand même, on faisait assez remarquable. Ça va être un problème en termes de comment est-ce qu'on va chauffer ce bâtiment, on faisait à long terme, mais quand même, on a fait en ce moment, c'est comme magnifique en termes de l'éclairage, de la qualité luminaire qu'on peut voir à l'intérieur du bâtiment. Aussi, le fait que le bâtiment, on l'a fait sur toute sa longueur, on est vraiment très peu profond. En réalité, c'est un bâtiment industriel, mais à une échelle résidentielle. On fait 50 de sa profondeur. Ça permet, en fait, on n'est jamais loin de fenêtre, alors ça se permet, on a fait facilement tout son usage. Dernier point, on a fait en termes de configuration qui est aussi intéressant, c'est que le bâtiment est un des rares cas à Montréal d'un bâtiment qui est orienté littéralement est-ouest. Alors, sur le map, c'est est-ouest, qui veut dire qu'il y en a un façade, on a fait ce qui est entièrement au nord, mais une autre façade qui est entièrement au sud, alors on crée toutes sortes d'opportunités, aussi en termes de microclimat, aussi, mais en termes de solaire, on peut quand même voir éventuellement. Le bâtiment, comme j'avais mentionné, c'est appelé, on a fait le bâtiment des magasins, littéralement. Et à ma compréhension, on peut le voir dans les images ici, c'était littéralement le bâtiment qui était l'interface entre la ville et les ateliers de CN. C'est vraiment le point où, en principe, à ma compréhension, on avait des pièces qui étaient fabriquées dans les petits ateliers sous-traitants, on a fait un peu partout dans la ville, on livrait leurs pièces par camion, par les deux, on a fait le plan Saint-Charles. Ils sont accrochés de côté sud du bâtiment. Les pièces étaient entreposées temporairement sur les 2 étages de ce bâtiment. Et par la suite, on a fait les trains sont venus sur le côté nord pour chercher, on a fait les pièces pour les distribuer, on a fait dans les différents ateliers. Alors c'était vraiment cette idée, on a fait un bâtiment qui, à la fois en termes de son opération et fonction, était vraiment cette interface. Mais aujourd'hui, on a fait comme artefact aussi en même temps, se trouve vraiment à l'interface entre le développement résidentiel et la partie industrielle de cette enquête. Je pense que c'est assez intéressant. Merci, le prochain. Oui, l'autre chose, en fait, qui est, comme j'avais mentionné, le bâtiment, c'est 225 mètres de long, presque 700 pieds, on a fait de long, mais en fait, qui va être un défi aussi, on a fait, pour nous, on a fait assez, pour nous, on a fait assez considérable. C'est comment on a fait, c'est organiser, on a fait tous ces programmes, toutes ces idées, toutes ces activités qu'on a sur un bâtiment aussi long que ça. Et je pense que ça va être un défi, en fait, de planification. Pour le faire, peut-être on peut passer au prochain image, en fait, c'est qu'un des difficultés qu'on avait dans le processus, en fait, c'était, il a fallu, en fait, pendant tout le processus, négocier constamment avec soit le propriétaire et avec la ville aussi en même temps, en termes de création des lots et en création de domaines publics autour du bâtiment. Parce qu'en réalité, c'était vraiment, en fait, la conservation de ce bâtiment, c'était un ajout au dernier moment dans le plan d'ensemble, en fait, pour ce site, parce que c'était pas vraiment prévu en termes de comment l'intégrer avec le quartier autour. Surtout, on a fait la négociation qui était vraiment importante, c'était on a fait à négocier, on peut passer au prochain. Surtout à négocier, on a fait une allée publique, un duel, on a fait sur le côté sud du bâtiment, on a fait créer une interface entre les projets résidentiels, mais pour nous assurer, on a fait un accès sur le domaine public, on a fait sur tout le sud du bâtiment, pour éviter l'obligation de créer un corridor 702 pieds de long à l'intérieur du bâtiment. On peut utiliser la douane, on a fait vraiment, c'était une image, on a fait que j'étais bien pour mes collègues à la table, on a fait le trottoir pas très attrayant, on a fait mais vraiment presque imaginer le bâtiment comme un strip mall. On a fait qu'on peut accéder, on a fait de côté sud, on a fait qu'on peut accéder à n'importe quel point, au lieu de créer nécessairement une circulation. Mon rôle, on a fait comme architecte, on a fait, et quand même, moi je me suis principalement comme personne de ressources, on a fait au comité, on a fait essayer, on a fait des idées, on a fait en termes de négociations avec la ville, on a fait négocier aussi avec une négociation avec le promoteur en termes des coûts, en termes des travaux à faire. Je pense que ça c'est bien, c'est qu'on vient toujours de recevoir, on a fait assez de documents de couverture, on a fait certainement, on est à l'étape vraiment de faire une étude de faisabilité. On est accompagné, on est très chanceux, on a fait quelques personnes à l'implante, ce soir, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on avait le grand avantage, on a fait d'avoir plusieurs très bonnes consultants, on a accepté, on a fait le mandat pour très peu d'argent, on a fait ce à nous aider à faire l'étude de faisabilité, on a fait de vraiment monter, on a fait des estimations très claires pour les fins de négociation avec le groupement, mais c'est vraiment le moment, on a fait qu'on est en train de faire une étude plus approfondie, on a fait vraiment les vrais coûts, on a fait et comment est-ce qu'on peut développer le projet.
Je pense que c'est assez particulier, en fait, c'est à monter un tel projet, parce que certainement, en effet, c'est qu'on commence avec un montant, on a fait de 1 million $, on a fait pour des travaux sur l'ensemble, on a fait le bâtiment, mais 1 million $ dans un bâtiment de 90 000 pieds carrés, c'est à peine un peu plus que 10 $ le pied carré. Ce que je pense que ne va pas aller en fait, très loin. Alors, je pense qu'il y aura des coûts considérables qui vont dépasser. Le 1 million $ nous permet en fait de faire une première occupation, un usage de bâtiments et faire des travaux. On a fait vraiment argent, mais je pense qu'il y aura un montage financier, on a fait beaucoup de considérables à faire. Mais c'est aussi, on a fait de l'étude de faisabilité, on a fait, c'est vraiment à voir qu'est-ce qu'on peut faire à court terme et comment est-ce qu'on peut étaler et voir l'évolution en fait, du projet, on a fait dans le temps, parce qu'on ne va jamais avoir les moyens de tout faire. Je vais arrêter là. Je pense que je vais revenir sur les scénarios d'aménagement. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'était bien que tu parles aussi de l'aspect interface, parce que c'est comme ça qu'on a quand même réussi à convaincre la ville et le promoteur que ça prenait un bâtiment qui fasse le lien entre l'activité industrielle et l'activité résidentielle. Ça a été un point important. C'est important aussi de souligner que le bâtiment va nous être donné décontaminé. Oui. Donc ça c'est à la charge du propriétaire, à part le oil store, parce que ça a fait frémir beaucoup de monde, mais apparemment c'est pas si dramatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Anna comprend ça de cette étude, le oil store qui est là, est vert, qui veut dire que c'est la partie la moins contaminée. C'est contaminé, mais pas autant. Et puis aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a deux phases dans le projet. Il y a une phase à court terme, c'est-à-dire une occupation assez immédiate avec l'argent qu'on va avoir pour avoir un certificat d'occupation à la ville. Et ensuite, ça nous donne 5 ans, 10 ans pour trouver les moyens financiers pour faire un projet vraiment plus abouti. Alors, je passe la parole à Chantal. On va passer au projet structurant. Les membres fondateurs du collectif C'est à nous qui ont pour ambition de mener un projet dans le bâtiment 7. Merci Caroline. Je vais attendre peut-être. Je veux dire aussi, c'est notre première présentation publique. Alors, oui, vous êtes des cobayes. Le deuxième, oui. Alors peut-être vous dire tout de suite, on a intitulé notre présentation du rêve à la culture, une application citoyenne bien enracinée, et j'allais dire bien impliquée aussi. Le Club populaire des consommateurs existe depuis 40 ans. Il a été mis sur pied il y a 40 ans en réponse à des besoins d'avoir accès à des fruits et légumes et des aliments dans le quartier, qui est aujourd'hui décrit pour une partie comme un désert alimentaire. On peut peut-être passer à la prochaine. Non, c'est bon. Les nouvelles technologies, c'est superbe quand ça fonctionne. C'est bon.
il est en train de se charger, je pense. Il y a le numéro 11, il en reste juste 3. Ah oui, il se charge. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Et c'est parti. Donc, du rêve à la culture, une application citoyenne bien enracinée. Et vous allez voir, c'est vraiment du rêve qu'on est en train de faire actuellement. On peut passer à la prochaine. J'ai juste voulu faire un bref portrait du quartier. Je ne vais pas vous en faire la lecture, mais peut-être pour vous dire que, comme on le mentionnait tout à l'heure, il y a actuellement une population aux alentours de 14 000 personnes. Ça a déjà été autour de 30 000 personnes dans le passé. Sur ces 14 000 personnes-là, il y a plus du tiers qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et je dirais que le revenu moyen est autour de 16 000 $, pour vous donner un peu un portrait de la situation. On peut peut-être passer à la prochaine. On a une carte ici du quartier Pointe-Saint-Charles. Vous voyez, le plus populaire se trouve vraiment au cœur du quartier. Les deux ronds que vous voyez, ce sont les distances de moins de 500 mètres d'un lieu d'approvisionnement en alimentation. Donc, on peut constater qu'il y a toute une partie du quartier qui est dans ce que le département de santé publique appelle le désert alimentaire, et c'est surtout vrai dans le sud de la Pointe. On peut passer à la prochaine, merci Caroline. Le Club populaire des consommateurs, c'est un organisme qui intervient en sécurité alimentaire, comme je disais, depuis plus de 40 ans. Et au début, c'était à travers un comptoir alimentaire. Et au fur et à mesure des années, il s'est développé des jardins collectifs, des cuisines collectives et des ateliers de cuisine, des achats collectifs. Et dans les achats collectifs, ce sont des nouvelles expériences qui datent pour les marchés de 2009. Des marchés, mais non pas saisonniers, mais des marchés à l'année, qui ont lieu une fois par mois, le premier samedi du mois. Et vous comprendrez par là que le premier samedi du mois, c'est au moment où les gens, où la majorité des gens qui reçoivent un chèque, c'est un chèque d'allocation d'aide sociale ou de mal-être social, si je peux le dire, en début du mois. Donc le marché a lieu en début du mois, au moment où les gens ont l'argent pour qu'ils puissent acheter leurs fruits et légumes. Et on vient de mettre sur pied une épicerie solidaire. Alors ce sont des expériences, je dirais, très dynamiques et qui ont vraiment le vent dans les voiles. Pour demain, alors ça c'était un peu la présentation d'aujourd'hui, pour demain, un grand projet. Comme je vous disais, on a suivi tout ce qui s'est passé sur les terrains du CL. On a rêvé, nous aussi, d'un quartier qui se prolongerait pour et par les gens de Pointe-Saint-Charles, et un quartier qui se prolongerait par rapport à un quartier qui lui tourne le dos, par exemple. On veut vraiment, vous voyez les maisons qu'on présente, on aimerait quelque chose qui se construise dans ce sens-là. Et évidemment, on a travaillé pour la cession du bâtiment 7 à la communauté, où vous allez voir, il y a plusieurs projets, dont notre rêve à nous, que je vous présenterai tout à l'heure. Merci. Le collectif, c'est à nous. On va faire. Vous avez eu Marc qui a déjà pris la parole, Natacha. Il y a le groupe populaire des consommateurs. On va voir tout à l'heure Judith qui va nous présenter le projet du CSA et le réseau qui s'est déjà présenté. Et le projet de la fonderie d'Arline, quartier éphémère aussi, qui est central dans tous les sens du terme. Pour le projet du club, on rêve. Alors on se disait que, vous voyez, on fait des dessins parce qu'on fait à la mesure de nos moyens à nous. Alors on se disait qu'on aimerait avoir une serre. Où est-ce qu'on la veut, la serre? Est-ce que c'est au-dessus du bâtiment, dans le bâtiment? On n'a pas encore l'idée, c'est tous les avenues à exploiter. Des jardins collectifs. Des arbres fruitiers, parce que ça me fait penser ici, dans les terrains, je me rappelle, il y a quelques années, devant le Centre canadien d'architecture, il y avait plein de pommiers, puis on sait que les pommiers, c'est beau, et ça fait du bien autant à l'esprit qu'au corps. Alors voilà, on disait des arbres fruitiers.
En avant du bâtiment, c'est à nous une place pour tenir le marché, parce qu'on a un marché donc, dans le nord, mais on disait que là où est le désert alimentaire, c'est beaucoup plus dans le sud. Donc tenir une fois par mois et peut-être plus un marché, puis des locaux pour des ateliers de cuisine. Puis tout ça en synergie avec les groupes impliqués. Et quand je dis en synergie, c'est vraiment synergie, énergie et c'est de mettre toutes nos différences ensemble, mais aussi toutes nos ressources, nos spécificités. On peut peut-être aller à la prochaine. J'ai eu la grande chance de visiter Witchwood Barn à Toronto. Je pense que ça a été pour nous une belle source d'inspiration de voir ce projet-là, parce que quand on voit le bâtiment 7 actuellement, c'est difficile d'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Évidemment, ça a demandé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, mais je pense que c'est vraiment un phare. Ça peut être quelque chose qui nous inspire, comme je dis. On voit, il y a donc à Witchwood Barn une place du marché. Il y a aussi des cultures potagères qui se font tout le long et il y a une serre. Donc je pense qu'il y a quelque chose là. Et la place pour, on voit la photo en bas, c'est pour les artistes. Il y a des ateliers d'artistes qui sont là avec pignon sur rue. Autre source d'inspiration à Montréal, et puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut nommer, c'est les fermes Lufa. Ils ont rêvé eux autres aussi un jour, alors je pense que nous aussi on peut rêver. C'est une très belle réussite de serre, c'est une serre sur le toit. Évidemment, ça demande des conditions. Est-ce qu'on aura ces conditions-là? On verra. C'est à étudier et on a des spécialistes avec nous pour nous aider. Et comme autre source d'inspiration, vous voyez ce bel espace. Ça pourrait être l'espace entre le Ulster et le bâtiment 7, peut-être. Alors, c'est à Wageningen, aux Pays-Bas. Voilà. Et pour demain, en fin de compte, demain, on ne sait pas ce que nous réserve demain. Ce qu'on sait, c'est l'énergie qu'on a aujourd'hui, c'est les rêves qu'on a aujourd'hui, mais c'est un appel à l'imagination de tout le monde et au soutien de tous aussi pour que ce rêve-là se réalise. Merci. On l'imaginera. Si elle le Alors, je change de chapeau. Je vais vous présenter le projet du centre social autogéré. Le projet du centre social autogéré, en fait, c'est le projet libertaire, d'inspiration libertaire des groupes fondateurs qui veulent habiter le bâtiment 7. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? C'est quoi un projet d'inspiration libertaire? En fait, c'est qu'on a le grand désir, nous, les militants, les militantes du centre social autogéré, de faire un projet d'autogestion basé sur la démocratie directe et de faire vivre ensemble par des principes comme la récupération, le do-it-yourself, la gratuité, un projet, des projets tels un café-bar de quartier, un projet de salle multifonctionnelle, peut-être un projet aussi de brasserie artisanale qu'on est en train de réfléchir avec des amis brasseurs. Mais en fait, l'idée centrale dans tout ça, c'est d'avoir un projet qui soit un milieu de vie, et qui soit un pôle d'accueil, puis un pôle où on peut ensemble se rencontrer dans le bâtiment, puis faire vivre des projets avec le moins de ressources possible. Fait que derrière ça, il y a aussi des principes de dire, on n'ira pas s'endetter
2-3 millions pour montrer notre espace. On va essayer de le faire par des corvées, on va essayer de le faire entre nous avec nos savoirs collectifs, on va essayer de valoriser ce qu'on est capable de faire, puis apprendre qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Et puis, au lieu de penser que dans 10 ans, on va avoir un projet, de dire, on essaie de le faire maintenant avec les moyens du bord, puis on va voir dans quelle aventure ça nous mène. Nous, nos inspirations, c'était plus les squats européens, les centres sociaux autogérés en Italie, en Espagne. Récemment, professeur de l'Université de Montréal, qui est juste ici, qui s'appelle Ulrich, qui nous avait invité à une table ronde, en fait, avec une dame d'un squat d'artistes à Hambourg, le Ganjevertel, qui est venu nous parler, nous présenter un peu ce projet-là là-bas. Puis c'est vraiment dans cette espèce d'inspiration-là de projets un peu tout croche, non formatables, qui ne sont pas nécessairement pensés en termes de structure, mais en termes d'une expérience vécue, en termes de lien, en termes de valoriser qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, puis en termes de gratuité aussi, puis d'un espace où on est capable de se libérer de la marchandisation de nos vies, puis aussi capable de faire un contrepoids politique à l'embourgeoisement de notre quartier, puis voilà, cette nouvelle culture qui émerge à Pointe-Saint-Charles, puis continuer à faire vivre l'esprit populaire de solidarité qu'on a et qui nous caractérise si bien. Fait que ça, ce projet-là, c'est vu pour être un projet qui soit à l'avant du bâtiment, dans la partie A, qui donne sur la rue Lebert. Nous, on va rentrer dans le bâtiment, puis tout de suite, que ce soit le café-bar, mais quand même avec des jouets pour les enfants, un espace bibliothèque, du monde qui jase pour faire une réunion, la cuisine ouverte dans laquelle on est capable d'aller préparer le repas, puis rentrer dans la cuisine un peu comme ça. Fait que là, ça va vraiment être une logistique de penser comment on est capable de faire sans les permis ou avec des permis, mais d'un crack des permis du système. Comment qu'on va penser pouvoir faire vivre un tel projet hors les normes dans un système qui a tellement de normes. C'est un des premiers grands défis de notre projet. L'autre défi, c'est que nous, on a parti Centre social autogéré 4 ans, on a fait un squat sur le bord du canal de la Chine pour contester l'embourgeoisement de notre quartier, puis le fait que les bâtiments abandonnés, ça devient tous des condos. Mais là, en fait, ce qu'on a entendu, c'est des constructeurs de condos sur la rue Lebert qui vantent, qui promeuvent l'achat d'un condo en disant « ça va être super, il va y avoir un beau bâtiment avec des marchés publics, puis ça va être cute comme tout ». Fait que nous, c'est un peu une claque d'en face pour dire « ah non, on a voulu se réapproprier ça pour faire un contrepoids, puis là, finalement, on va se faire récupérer de notre côté ». Fait que comment là-dedans garder un mordant politique, garder des dents, garder aussi une prise comme sur ce bout de territoire-là qui nous appartient. Ah, tu donnes des billes, gentil. Voilà, c'est pas mal les deux gros défis. Puis c'est sûr que c'est un bâtiment qui tombe en ruine. Là. Fait que comment qu'on va faire pour avoir un projet qui coûte le moins d'argent possible quand on n'a pas une scène? Mais ça, c'est le grand défi qui est posé à tous les déshérités de notre temps. Fait qu'on espère que tous et toutes qu'il y avait des choses à partager là-dedans, qu'il y avons des choses à partager ensemble là-dedans, mais on s'y met la main à la pâte puis qu'on montre de quoi on est capable. Des images. Voilà. Hein? Bravo, bravo, bravo. Alors, donc c'est à moi. Mais là, je ne sais pas si ça va marcher. Maintenant, ce qui fonctionne, tu es obligé d'arrêter. Donc, donc moi je vais vous présenter l'aspect artistique du projet. Je vais juste mettre en marche. Merci beaucoup. Ok, donc ça c'est une image que vous avez déjà vue. Alors, c'est ça. En fait, nous aussi, il y a bien un désert alimentaire à Pointe-Saint-Charles, mais il y a un désert culturel aussi. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Il y a la maison Saint-Gabriel, qui n'est pas loin. Puis à part ça, c'est Georges Vanier, je pense, le premier lieu culturel de Pointe-Saint-Charles. Puis on parle de lieu culturel, on ne parle même pas d'art actuel. Donc pour nous, c'était vraiment une priorité d'avoir un espace dans le bâtiment 7. Et aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont à Pointe-Saint-Charles.
On voulait absolument les retenir dans le quartier et leur fournir des ateliers. Donc tout ça, je vais passer parce que je pense que ça a déjà été largement expliqué. Peut-être juste cette image-là, pour bien vous situer où est Pointe-Saint-Charles, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on voit bien ici, c'est le canal Lachine. Ok, ici c'est le canal Lachine, ici c'est le fleuve. Et donc Pointe-Saint-Charles, c'est vraiment tout ce quartier-là. Ça aussi, c'est des images qu'on a déjà vues. Un point sur lequel on n'a pas assez insisté, je pense, pendant les présentations, c'est ce bâtiment qui a été détruit par le feu. C'est un bâtiment patrimonial qui était vraiment, vraiment magnifique, par la négligence encore du propriétaire, qui n'était pas assuré en plus pour ces bâtiments, qui n'est toujours pas assuré pour ces bâtiments, pour vous dire à quel point il est préoccupé par le patrimoine. Cet édifice a brûlé, c'était le plus grand édifice qui a brûlé, donc ça nous a donné encore plus d'arguments et de courage pour mener notre projet du bâtiment 7 à bien. Alors donc ça aussi c'est des choses peut-être qu'on a déjà soulignées, mais c'est vrai que bon, il y a tous ces aspects-là, s'approprier le bâtiment, retourner à la communauté. Bon, je vais passer parce que je pense qu'on est largement hors temps là. Donc en tout cas pour les ateliers d'artistes, donc c'était important pour nous de consolider leur présence, d'offrir des espaces de travail qui soient décents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je visite des ateliers, c'est souvent des espaces minuscules où les artistes se partagent à 3 personnes l'atelier, donc c'est des espaces de travail qui ne sont pas acceptables. L'autre point important dans ce projet, c'est que c'est un bâtiment qui va appartenir à l'organisme, donc il n'y a pas de loyer à payer, c'est un bâtiment qui va être à nous, ça c'est aussi très important de le souligner. Le projet, c'est vraiment donc de valoriser la pratique artistique, affirmer le rôle de l'art comme un moteur, enrichir aussi la population de Pointe-Saint-Charles, encore une fois le désert artistique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis ce qui est super stimulant, c'est ça, c'est de créer tous ces liens avec cette communauté, des gens qui n'étaient pas voués à se rencontrer, mais qui, grâce à ce projet, en fait, créent des choses magnifiques ensemble. Donc, juste aussi rapidement, ça c'est un plan qui date un petit peu, mais pour vous donner une idée des espaces, il y a 20 ateliers qui sont prévus, des ateliers qui sont quand même d'une superficie assez intéressante, puisque c'est à peu près entre 800 et 1200 pieds carrés. En fait, maintenant, on a un petit peu changé la stratégie, les 2 étages vont être l'un sur l'autre, mais j'avais pas la photo d'actualité. Ça aussi, c'est pour vous montrer, donc c'est l'endroit où vont être les ateliers, c'est en fait la partie, comme soulignait Marc, la partie la plus ancienne. Donc, il y aura environ 16 ateliers, je m'excuse, j'ai dit 20 tout à l'heure, mais je reprends, donc c'était 16 ateliers vraiment pour des artistes indépendants, c'est-à-dire c'est pas des ateliers qui vont être partagés. Ça va être des baux d'une durée de 5 ans. En fait, ça va être la durée de court terme qu'on dit du projet, le temps qu'on trouve les moyens pour vraiment faire des ateliers qui soient vraiment fonctionnels. En principe aussi, les ateliers de la fonderie Darling, c'est 320 $ par mois. Ça veut dire c'est tout compris, le chauffage, l'électricité, l'accès Internet, donc c'est un super deal. Je pense qu'on va essayer de reproduire ce modèle-là à la fonderie. Il y aura des ateliers aussi pour des commissaires. C'est important d'avoir des gens qui réfléchissent, qui font circuler les artistes, qui ont un point de vue sur l'art. Donc ça, c'est quelque chose qui enrichit beaucoup la communauté artistique. Des ateliers résidence pour des étrangers, ça c'est aussi quelque chose qu'on veut évidemment réaliser. Là, je ne sais pas si dans le court terme, on va avoir les moyens financiers de créer des conditions assez confortables pour accueillir des artistes étrangers, mais c'est dans les plans. Il y aura aussi un grand atelier pour l'accueil de projets temporaires qu'on va pouvoir occuper 1 mois, 2 mois, ça va être à la demande. Puis, la chose aussi très très importante, c'est un atelier qui accueille justement tous les différents publics, parce que c'est ça l'aspect intéressant du projet, c'est de développer les publics à l'heure actuelle. Donc, un atelier où on va accueillir autant les enfants, les gens du quartier,
toutes sortes de personnes qui sont intéressées à l'art. Et puis évidemment des ateliers techniques qui sont accessibles en tout temps, des ateliers de bois, de métal, éventuellement de multimédia, toutes sortes de soutien aux artistes. Donc pour vous donner une idée, ça c'est un des ateliers à la fonderie Darling, dans un bâtiment aussi industriel qui a été rénové il y a 10 ans maintenant. Et puis, alors je voulais aussi parler du Oil Store parce que c'est un bâtiment qui a une problématique assez intéressante qui nous donne encore un bon défi. Mais en fait, dans ce bâtiment-là, on voudrait donc avoir une programmation d'expositions, d'événements. On voudrait aussi avoir des expositions organisées par d'autres organismes, des concerts, arts sonores, arts médiatiques, en tout cas toutes sortes d'expressions artistiques, mais aussi des accueils d'événements venant de la communauté, des marchés aux puces, je sais pas, du croquette, je sais pas, n'importe quoi. Bon, et puis aussi, évidemment, bingo. Évidemment, ça va être un espace qu'on aimerait louer pour générer des revenus autonomes parce que tout ce gros projet, ça va évidemment nécessiter aussi de l'argent pour fonctionner. C'est pas juste faire des travaux, c'est aussi le fonctionnement quotidien. Si on veut avoir des prix qui sont imbattables à ce point-là, il va falloir qu'on génère des revenus autonomes. Alors la problématique du All Store, puis je pense que c'est intéressant qu'on vous mette au courant de ça, c'est qu'en fait, Marc l'a soulevé, on a rêvé longtemps de conserver en fait cet espace en avant pour avoir des arbres fruitiers, avoir des terrains de volleyball, une œuvre d'art public, une fontaine, whatever. Mais finalement, la ville, le propriétaire et en tout cas on n'a pas réussi à convaincre les tenants et les aboutissants du projet. Donc notre idée c'est ça, c'était vraiment de créer un lieu de rencontre. Autant le lieu est une interface par rapport aux fonctions, mais l'espace public extérieur, je pense que c'est un aspect très très important. Les espaces vides, finalement à Montréal, c'est pas retenu dans les propositions, beaucoup. Mais donc là, vous voyez le plan qui paraît à peu près définitif maintenant. Donc ici, le bâtiment 7, avec ici le All Store qui est détaché. Donc il y a quand même des condos là qui vont être en vis-à-vis, ça veut dire c'est même pas à 10 mètres du bâtiment, il va y avoir deux autres bâtiments de 2-3 étages. 2 étages 3. Ouais, donc plein sud, hein, ça c'est le sud là, donc on se fait coller 2 bâtiments Samcon en vis-à-vis. Ce qu'on a réussi à sauver, et c'est pas encore sauvé finalement, c'est ce terrain là. Donc là c'est le Oil Store, là c'est le terrain. La ville a posé une réserve foncière, c'est-à-dire que la ville s'engage à l'acheter d'ici 2 ans si on arrive à faire la démonstration que notre projet du All Store est viable. Viable en termes économiques et viable en termes de programmation. Donc, le collectif C'est à nous, voilà ce qu'il fait en ce moment. En fait, c'est d'une part finaliser l'étude de faisabilité, puisque on a signé un protocole d'entente en octobre dernier. Si on veut le bâtiment, on l'aura dans maintenant 4 mois. Donc, il faut se dépêcher quand même. Donc dans 4 mois, on est propriétaire, si on l'accepte, si Marc nous donne le OK, et les ingénieurs et les consultants. À ce moment-là, on aura à faire des méga travaux, parce que le propriétaire, grâce à notre ténacité, puis à notre pouvoir de levier avec la communauté, va nous donner $1 million. Le principe, c'est qu'on voulait récupérer le bâtiment dans le même état que lui l'a eu, et par sa négligence qui est devenue ce que vous voyez en ce moment. Et donc ensuite, on espère inaugurer une première partie du bâtiment à l'automne 2013. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il est tard, mais j'inviterai vraiment les gens qui ont des questions. On a des idées de projet aussi. Je ne sais pas si on peut montrer peut-être toute la partie du
Est-ce que c'est sur ta clé, hein? C'était sur ma clé, mais c'était... Oui. Le plan isomorphique. C'est pas mal. Celui-là? Bon, en tout cas, je pense que, je sais pas, il n'y a pas de micro qui se... Ah, on est capable de parler. Moi, juste une question. Au départ, là, bon, vous êtes salarié, mais tout le monde a fait ça comme bénévole. Vous êtes architecte, vous avez commencé, vous y mettez beaucoup de temps. Il y a juste le point de départ, puis pour présenter tout ça, puis être capable quand même d'arriver à présenter quelque chose qui semble réalisable, déjà juste d'avoir le bâtiment pour $1 et tout ça. Comment ça s'est produit? Est-ce que vous êtes rémunéré? Comment ça a commencé? Mais je pense que tous les membres du comité ne sont pas rémunérés. La seule exception qu'on a fait, c'est que récemment, on a une subvention de réseau pour nous permettre d'engager des consultants. C'est que, comme j'avais dit, on a fait pour des sommes très modestes. On a fait quand même probablement un cinquième de ce que ça vaut. À nous accompagner, on a fait dans l'étude de visibilité aussi. Mais ce n'était pas le rémunéré, c'est le grand avantage d'être professeur aussi en même temps. Je peux dire que c'est de la recherche sur ça, la communauté comme ça. Je pense que c'était pour personne à faire. C'est la force aussi de tout ça, donc la motivation profonde que ça marche. Ça va marcher. Allô? C'est parce que à Pointe-Saint-Charles, c'est très communautaire. Hein? Puis quand on veut quelque chose, là, c'est pas une question d'argent. On le veut, puis on y va. Puis c'est ça. Alors il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont au chômage, qui sont BS, il y en a qui sont retraités. Et quand il s'agit du bien commun, c'est pas une question d'argent. C'est notre volonté à tous. Et puis c'est ça. C'est ça qu'on fait. Quand on peut en payer en passant, on le fait. Quand on a embauché Judith parce qu'on avait de l'argent, puis ça a permis à Judith d'avoir un travail. Si on pouvait payer tout le monde, on le ferait. Mais on n'a déjà même pas de quoi cimenter une brique ici, alors imaginez un peu. Je peux vous dire que c'est plusieurs millions qu'il nous faut. Hein, alors le jour où on aura plusieurs millions, mon Dieu, on aura sûrement un chargé de projet qui sera payé, tout ça. Ça c'est prévu. Les gens qu'on va embaucher vont être, quand on aura l'argent, on va les payer. Mais nous, notre volonté populaire d'avoir ce bâtiment, ça a été, il n'était pas question qu'on nous paye. Là. Oui. La question, c'est plus d'un point de vue architectural puis restauration patrimoniale. Vous avez mentionné que dans le contrat pour pouvoir prendre possession de l'édifice, vous avez obtenu la clause où le propriétaire doit vous le rendre dans l'état où il l'a trouvé. Mais est-ce que vous avez des documents? Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier effectivement dans quel état ça a été trouvé? Et est-ce que vous avez, par exemple, accès à des inspecteurs de la ville? Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On sait que si vous voulez avoir beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes enfants, tout ce qui est au niveau de la moisissure, tout ce qui est au niveau de l'infiltration de l'huile et d'autres produits chimiques et toxiques dans le sol, toutes ces choses-là, les peintures au plomb. Donc cet aspect-là, écologique, santé, inspection, qui s'en charge? Parce que ça prend des spécialistes. Alors, je peux répondre à la première partie, peut-être tu répondras à la seconde. En fait, Quartier Éphémère a eu gratuitement le droit d'occuper une partie du bâtiment 7 en 2003. On a occupé avec 4 artistes. À l'époque, c'était Alstom qui était là. Et on a eu une convention gratuite. Donc, on était vraiment au fait de l'état du bâtiment. Tout était fonctionnel. Les portes de garage marchaient, l'électricité, le chauffage. Tout était sécurisé. Les fenêtres, aucune fenêtre brisée, c'était impeccable. Donc, nous, on est des témoins vivants. Là, on sait comment était le bâtiment.
Puis surtout, au fur et à mesure de nos visites, on l'a vu se dégrader. Il y a un gardien dans une guérite pour 350 000 hectares. Mètres carrés. Bon, c'est un peu une métaphore, là, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a une madame qui tricote dans une guérite pour garder tout ça. Donc, ça a été vandalisé, tout a été arraché, c'est à l'os, il n'y a plus une armoire électrique, il n'y a plus un panneau électrique, il n'y a plus un tuyau de cuivre, tout est parti. Donc ça, c'était pour dire, en fait, c'est ça qu'on veut, qu'on voulait, puis on l'a estimé à $1 million aujourd'hui, c'est que le propriétaire nous rende le bâtiment comme il l'a eu, parce que lui-même l'a eu pour $1. Donc on voulait avoir les mêmes conditions, en fait. En termes de réhabilitation, on a fait que c'est un des critères, on a fait c'est que de l'entente qu'on a avec le propriétaire actuel, on a fait c'est que nous vendons le bâtiment pour $1, il nous donne $1 million pour faire des rénovations urgentes, des travaux urgents, et en plus, c'est sa responsabilité, on a fait à faire la décontamination, on a fait du terrain et de bâtiments, on a fait avant que c'est cédé à nous, et nous fournir avec tous les certificats du ministère MDD européen le temps nécessaire. Parce qu'on n'a pas voulu se charger, on avait ce problème, c'est son problème, il a inhérité ce problème de CM, c'est son problème, on avait de régler ces questions avant qu'on ait. Il y avait une dame en arrière, je pense. Bonjour. Salut. Moi, je me pose la question, peut-être que c'est vous, monsieur l'architecte, qui allez répondre, à savoir, même à court terme, OK. Moi, j'ai une question au niveau d'accessibilité. Même à court terme, comment les gens vont pouvoir arriver et pouvoir participer facilement? Parce que moi, j'ai été visiter, je suis allée voir autour. C'est pas simple, c'est pas très invitant. Et à court terme, il faut trouver une façon. S'il y a un problème au niveau culturel que j'ai connu pendant de nombreuses années dans le Sud-Ouest, c'est la signalisation. Comment ramener les gens sur ce point-là? Alors, je pose cette question. Ben, je pense que je peux répondre juste brièvement qu'on a un soutien assez important de l'arrondissement du Sud-Ouest, qui nous a beaucoup été capital. Qui nous a aidé justement à tendre le bras à tout ce projet-là pour qu'il y ait vraiment un équipement communautaire et culturel dans ce gros projet de développement. Donc ça, c'est un allié, vraiment, c'est de l'or en barre. Maintenant, c'est vrai que ça va être tout un défi parce que c'est la pointe de la pointe. C'est une enclave. Bon, avec ses bons côtés et puis ses mauvais côtés, donc ça va être tout un défi pour nous d'arriver à justement faire transiter, faire circuler le monde. Je pense que c'est aussi une des raisons qu'on a insisté, on a fait sur l'acquisition de la rouelle sur le côté sud du bâtiment par la ville, à s'assurer qu'il y aura un domaine public, un investissement, on a fait de la part du public, on a fait vers l'aménagement de cet espace, puis on compte beaucoup sur l'ouverture, on a fait de cette rouelle, on a fait ce qui va donner accès, on a fait à l'ensemble du bâtiment. Au dernier moment, on a fait de la ville, certaines personnes au comité exécutif, qu'on ne va pas nommer, on a essayé de retirer la rouelle, on a fait de l'entente, mais on était capable d'insister, surtout avec l'appui de... Et puis aussi, il faut dire qu'il y a 800 logements qui s'en viennent, donc ça fait du monde tout autour du bâtiment. Donc je pense qu'eux, ils vont justement avoir une accessibilité très très facile. Oui, je pense que tous les projets ont souligné le point que le projet correspond à la volonté populaire et un support de tous les quartiers. Vous avez mentionné dans le même temps que le quartier a à peu près 13 000 habitants, si je viens remarquer. 14 000, donc je m'intéresserai au lien entre le comité de planification avec le reste de la population de Pointe-Saint-Charles, quels sont les moyens de consultation, quels sont les moyens d'échange. Je ne pense pas nécessairement aux moyens officiels, questionnaires, etc., mais aussi les voies moins officielles d'échange. D'accord. Il y a une table communautaire qui s'appelle Action Gardien. Il n'y a rien qui se passe
avec les groupes, avec la communauté, qui ne passent par la table, qui aillent au groupe et puis qui reviennent à la table. Et chaque fois qu'il y a une décision qui se prend, ça passe toujours au groupe. Et puis souvent, on fait des réunions avec les citoyens. C'est-à-dire que tous les gens de la Pointe qui veulent être au courant, ils savent. Hein, on envoie des affiches, on fait plein de connexions du point de vue Internet, etc. Les gens qui ne veulent pas venir, là, qui ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir ou alors qu'ils s'en foutent carrément. Et quand ça a commencé, là, quand le CN les terrains ont été vendus pour $1, nous, on a fait une opération populaire d'aménagement, qu'on appelle l'OPA, et on a fait des pré-consultations publiques. Et puis la mairesse de l'époque, elle n'a pas trouvé ça assez bien, elle a demandé à l'OCPM de refaire une pré-consultation publique. Et puis après, il y a eu une consultation publique. Et depuis, à chaque fois, c'était exactement le même résultat que la consultation que nous, on avait faite. On a amené les gens du quartier à dire qu'est-ce que vous voulez sur les terrains du CN. Et ce qu'on a maintenant, c'est, bon, je ne dirais pas copie conforme, parce que ce serait trop merveilleux, mais c'est très proche. On a 25% de logements sociaux, puis ça, là, chercher à Montréal, vous pouvez courir longtemps pour trouver ça. Ça a été presque une erreur, là, je ne sais pas comment on l'a eu, mais on trouve ça extraordinaire. Alors, non, c'est pas une erreur, c'est de longues luttes. Je dirais que c'est une tradition, peut-être, dans le quartier, la mobilisation. C'est pas un mot creux à Pointe-Saint-Charles, la mobilisation. Si on a pu faire reculer un projet tel le casino, je pense que c'est grâce aux citoyens qui se sont mobilisés. Et ce sont ces mêmes citoyens qui sont en arrière des groupes communautaires qui poussent à avoir des projets de proximité au bâtiment 7. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est les gens du quartier qui croient et qui veulent avoir des services proches d'eux autres. Et on le disait tout à l'heure, il y a tout un développement de nouveaux logements, de nouvelles personnes, parce que oui, je pense qu'il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent dans le quartier, qui viennent rendre possible aussi ces services de proximité-là. Et ce qui nous a aidés, je pense, c'est d'avoir réussi à avoir 25% de logement social. C'est pas assez 25%, on s'entend. Dans le quartier, c'est une tradition d'en avoir 35% de logement social. Mais on n'est pas, on n'a pas baissé la garde devant ça. On a 25%. Là, il y a d'autres projets qui s'en viennent ici et on continue de travailler parce que c'est à travers le logement social que les gens vont pouvoir rester dans le milieu. Moi, j'ai un petit scoop pour toi, hein, c'est que le 25%, on l'a eu parce qu'à l'époque où ils nous l'ont accordé, ils pensaient démolir le bâtiment 7. Ça faisait des bâtiments en plus. Puis quand ça a changé, ils n'ont pas pu reculer, ils nous ont laissé le 25%. Mais à chaque fois qu'on organisait une activité devant le bâtiment 7, on en organisait quand même une couple dans ces 4 années-là, on était là. Comment ça, il y avait toujours 200, 250 personnes, un jeudi ou un samedi de février, quand il faisait hyper froid, puis qu'on avait appelé une opération de sécurisation du bâtiment. Comment ça, tout le monde était là tout le temps. Puis comment ça s'est maintenu pendant 10 ans, cette mobilisation-là, depuis la première opération populaire d'aménagement jusqu'à la cession du bâtiment 7. C'est ça, c'est comme la force, la multitude des groupes qui sont impliqués, puis aussi le fait qu'on fait des mobilisations hyper pointues, avec du porte-à-porte, avec l'affichage ciblé, avec une façon de rentrer en contact à Pointe-Saint-Charles qui a fait ses preuves. Et puis comment qu'on va faire pour l'avenir? En fait, là, on a parti un projet qui s'appelle le projet, c'est la Fondation Beati, en fait, qui finance ça. C'est un projet d'appropriation populaire du bâtiment 7. Puis parce qu'on a tellement de questions, on a tellement de défis qui se posent à nous en matière de financement, en matière de comment on va aménager ces lieux-là, en matière de qui va habiter dans ce bâtiment-là, qui va porter les initiatives qu'on y rêve. Fait que ça, nous, on appelle ça des chantiers de travail. C'est des enjeux thématiques ciblés qu'on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Et nous, on a dit, ces questions-là, au lieu de les régler à huis clos par une gang d'experts, en fait, on va essayer de les ouvrir au plus grand nombre, puis de travailler collectivement là-dessus. Fait que d'appeler à des mobilisations, on va dire, là, il faut réfléchir à la question de la ruelle, on va appeler le monde du quartier, on va appeler les bailleurs de fonds, on va appeler des experts, on va appeler nous autres, puis on va
réfléchir pendant une journée, 2 journées. Fait qu'en fait, pendant la prochaine année, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est de le planifier en amont de façon collective aussi, ce projet. Merci, j'ai dit tiens, Yolande. Moi, je vais faire d'abord un commentaire sur la question de l'accessibilité et de la personnalisation et tout. Je me dis, là où on est, ici même, c'est aussi un espace qui est enclavé et puis on le trouve pareil parce qu'il y a une pertinence au niveau de la programmation. Je me dis, ça peut être la même chose développer du côté du bâtiment de la recette. Moi, j'ai une question plus par rapport à l'environnement immédiat. On parle de la pointe sud de Pointe-Saint-Charles. Je me demande quelle sera la relation entre ce lieu autour du bâtiment immédiat, du bâtiment de la recette, et le reste de Pointe-Saint-Charles. Je pense notamment à la rue Wellington, qui est pas loin, qui est dans le fond l'axe qui nous relie au restant de la ville. On dit que c'est une pointe, c'est un lieu enclavé. Et ce qui nous relie d'un côté à Griffintown et au Vieux-Montréal et de l'autre côté à Verdun, c'est quand même la rue Wellington. Est-ce qu'il y aurait des liens à faire avec cette rue-là qui est complètement désaffectée, je dirais, à l'heure actuelle? Il n'y a pas de commerce, les communes arrondies et tout. La rue Wellington, on voudrait la revitaliser et on veut justement ne pas mettre des commerces. Tout ce qui pourrait nuire à la revitalisation de la rue Wellington ou de la rue Centre ou Charlevoix, on ne veut pas faire des commerces. On aurait pu facilement mettre des commerces au bâtiment 7 et puis sur les terrains là-bas, parce que bon, ça s'y prête. Mais on ne veut pas attirer, à part le fameux marché public, mais ça c'est une autre chose, c'est 1 fois ou 2 fois par mois. Mais dépolariser les endroits qui devraient être commerciaux, on ne veut pas le faire. Ça fait qu'on veut revitaliser cette rue et puis en faire un endroit où les gens aiment aller et où ils aiment magasiner surtout. Je pense qu'on va être un véritable levier économique en fait du quartier. C'est ça notre but aussi, c'est qu'avec cette masse critique d'artistes, d'entrepreneurs, le marché, etc., je pense que ça va vraiment participer. Et puis Charles, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais je pense que justement les artistes et les espaces communautaires ont ce pouvoir-là de revitalisation de quartier. Et puis ça, c'est un enjeu que, évidemment, on va essayer d'accomplir. Un petit cinéma de quartier. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est l'exposition qu'il y a à Georges Vanier qui t'a inspiré? Hein? Il y a une question derrière? Moi, je trouve que j'en avais 1 milliard de questions. Je trouve que le projet est vraiment délirant, puis vraiment complètement allumé, puis c'est super. Je comprends bien que ça va coûter plus d'1 million de dollars, même avec Martin Bois, par exemple, pour les estimer. Enfin, dans ce cas, c'est comme une vision délirante aussi. Mais ma question, c'était plus de savoir, là, le collectif, c'est nous qui se porterait acquéreur de ce bâtiment-là, et puis ça serait quoi la forme juridique légale de ce collectif-là? On peut dire comment ça se passe maintenant, mais comment ça va se passer exactement, la discussion elle reste à faire un peu entre nous. Alors, on ne peut pas répondre à terme, même dans 1 mois, exactement comment ça va se passer. Mais le propriétaire actuel, Cour Pointe-Saint-Charles, ou Groupe Mac, il cède le bâtiment à Quartier Éphémère. Mais Quartier Éphémère, et le $1 million aussi est donné à Quartier Éphémère. Mais on sent, comme la mobilisation a été collective, c'est pas Quartier Éphémère a fait beaucoup, mais on n'est pas le seul à avoir fait quelque chose. L'un et l'autre va être pensé pour le projet collectif. Mais de quelle façon précise ça va se faire? Est-ce qu'on va être copropriétaire? Est-ce qu'il va y avoir une propriété collective? Est-ce qu'il va y avoir une gestion collective? De quelle façon? Plusieurs niveaux de propriété et de gestion ou un seul? Tout ça, ça reste à faire. Malheureusement, on ne peut pas vous répondre maintenant. C'est ça, mais c'est drôle parce que justement, ce matin, on a eu une première rencontre pour commencer à démontrer ça. À vue de nez, ça ressemble à une coopérative de différentes structures quand même. Oui, ça peut ressembler. C'est sûr que c'est un des modèles. Pour ce qui est de modèle strict juridique, on hésite entre OBNL ou coop, mais ça ne sera pas une compagnie privée, on s'entend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais là, peut-être on pourrait passer aux espaces qui nous restent à occuper.
Donc, il y a un pôle ouest, c'est ouest, un pôle est, déjà, qui sont... Et un pôle sud. Bon. En tout cas, dans le milieu du bâtiment et dans le sous-sol du Org Store, parce qu'il y a un super beau sous-sol au Org Store, il y a quand même de grandes possibilités. Alors, j'ai juste une petite liste de gens qui ont déjà quand même manifesté un intérêt. Il y a Suzanne Miller-Dance, il y a les Écuries de Montréal, il y a les ateliers d'artisans, il y a le petit théâtre de Pointe-Saint-Charles, il y a Paul Pelletier Théâtre qui ont manifesté un intérêt. Donc, c'est pour vous dire qu'on est encore là vraiment à accueillir les projets, à se demander quel projet va être le mieux, comment on va pouvoir l'intégrer. Alors je sais pas, je sais qu'il y a certaines de ces personnes que j'ai citées qui sont là. Est-ce que ça vous tente qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, ou est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des projets qui seraient intéressés de nous présenter ou... Moi j'en ai plein en fait. L'idée du cinéma qui a été lancée tantôt, c'est vraiment intéressant parce que ça fait vraiment longtemps qu'on pense à cette question-là. Je pense qu'on n'est pas les seuls non plus à y avoir pensé. Moi, je fais partie du Centre social autogéré. On a eu beaucoup de projets, on fait beaucoup de production médiatique. Effectivement, on fait de la projection, que ce soit dans les parcs à l'extérieur à Montréal, dans les universités, dans les cégeps à l'extérieur de Montréal, en région, notamment en Gaspésie, aux Îles-de-Madeleine, à Tadoussac, en tout cas, on est un peu partout. Mais l'idée d'avoir un cinéma de quartier, je trouve vraiment primordial et essentiel, même à Pointe-Saint-Charles. Mais peut-être sous quelle forme ou comment, ou au niveau de la faisabilité, qu'est-ce qui est à faire? On ne sait pas, on réfléchit. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont au cinéma. Et souvent, notre prémisse, c'est d'apporter le cinéma vers les gens. C'est pour ça qu'on le rend itinérant, qu'on va vers eux. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire un cinéma au bâtiment 7? Maintenant, c'est encore nébuleux. Je pense qu'on va utiliser l'espace du CSA pour faire beaucoup d'expérimentation là-dessus. Je voulais juste faire quelques petites parenthèses rapides au niveau de thèmes, par exemple, comme le cirque. Bon, il n'y a pas encore de projet de cirque, mais je pense que ça va s'en venir aussi. Et puis, je pense qu'un projet qui est... Je ne m'attendais peut-être pas là-dessus, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui vont reprendre ça. En tout cas, j'espère. Mais je pense qu'il y a des projets qui seraient vraiment, vraiment intéressants, très primordiaux dans le bâtiment 7. Ce serait un musée sur l'histoire de la résistance à Pointe-Saint-Charles et des luttes populaires qu'il y a eu dans le quartier. Et ça, c'est vraiment un projet qui serait très en lien, disons, avec la récupération de la mémoire collective, parce que là, on est aujourd'hui, on sait les luttes qu'il y a eu à Pointe-Saint-Charles depuis les années 60, 70, des années 80, même des années 90. Bon, aujourd'hui, il y a une autre dynamique, mais dans 20, 30, 40, 50 ans, est-ce qu'on va encore se souvenir de cette lutte-là? Je ne sais pas. Puis je pense que c'est pour ça que c'est vraiment primordial d'avoir toute cette histoire-là. Même l'histoire d'avant, les luttes populaires, tout ce qui était le canal, toute la population ouvrière qui est arrivée dans le quartier, etc. Donc, malheureusement, on cherche des gens, si ça vous intéresse, partir un projet de musée. Ok, alors on note ça dans la projet de cinéma. Et de musique. Et de musique. Musique. Un musée de quoi? Et de cirque. Il va falloir un autre bâtiment. C'est 90. Il reste un peu. Oui, alors j'ai oublié aussi de mentionner qu'il y avait des maquettistes de trains, puis un musée paléontologique, c'est ça peut-être? Pourquoi pas. Et il y a aussi une CPE qui a montré quand même un certain intérêt. Oui. Il y a une CPE qui est située en ce moment dans le YMCA à Pointe-Saint-Charles. On a fait intéressant à faire une autre installation.
c'est intéressant de faire comme questionnement parce qu'en fait, en termes de proximité, on a fait c'est que. On vous entend pas. Oh, excuse-moi. En termes de proximité, on a fait un CPU, on a fait combiner avec les autres usages. Je pense que le fait, c'est que quand même, il y en a généralement un accord, on a fait un CPU, on a fait approprié comme un service de proximité, on a fait dans le quartier, puis on a un certain besoin. Mais je pense que le fait, c'est que en termes de comment on a fait ça va s'harmoniser, on a fait avec les autres usages, on a fait dans le bâtiment, on a fait ça entièrement clair. Au niveau de la toiture, de l'agriculture urbaine, est-ce qu'il y a des gens qui ont touché ces sujets-là ou... Chantal. Oui, les panneaux tout seuls, le plus populaire. Oui, évidemment, on est très intéressé, comme je mentionnais tout à l'heure, dans notre rêve de la serre ou de l'agriculture urbaine, on n'a pas encore placé où ça pouvait se faire. On va sûrement travailler ça avec Marc et d'autres personnes parce que il faut voir la faisabilité. On n'est pas sûr que la structure peut supporter une serre, mais il y a peut-être d'autres alternatives. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si Marc, tu as des dernières nouvelles là-dessus? Alain Laplante, on avait ici, alors si je dis quelque chose d'incorrect, on avait c'est notre ingénieur instructeur. Mais on a commencé à faire, on a fait des analyses, on a fait ce qu'en principe, on a fait la capacité portante de toit, on a fait n'est pas vraiment adéquate pour faire un ajout sur le toit. Il nous a dit, on a fait si on est créatif, puis on peut aligner la nouvelle structure d'un serre sur l'alignement des colonnes, on a fait, c'est possible que ça peut s'arranger. Je pense que quand même, on a fait, je pense que pour moi, on a fait c'est que moi, j'ai beaucoup de questions en termes de faisabilité technique, mais aussi opérationnelle. On a fait parce que le Saint-Lufa, c'est quand même une entreprise incroyablement sophistiquée, une opération incroyablement sophistiquée. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs enjeux à considérer. Je pense que quand même, un serre est une priorité, mais je pense qu'il y en a plusieurs façons de le faire, à part de juste sur le toit aussi en même temps. Et je pense qu'une des choses qu'on essaie de faire, c'est que tout de suite, le côté sud du bâtiment, entre la rouelle, on a créé une bande, on a fait, c'est qu'entre la rouelle et la façade sud du bâtiment, où on veut privilégier, on a fait de l'agriculture urbaine, on a fait dans cet espace. Et avec le chemin, on a fait, le professeur Valigan m'a confirmé, on a fait qu'on peut nourrir une centaine de personnes juste avec la production. On a fait dans cette bande de terrain, on a fait ce bâtiment. Il y a plusieurs projets intéressants. C'est certainement l'agriculture urbaine est une priorité, on a fait pour l'ensemble. On peut avoir des ruches aussi. Des poules. Et des chevaux. Oui, pourquoi pas. Moi, je me présente, je m'appelle Josée, bonsoir tout le monde. Je suis copropriétaire de l'écurie Montréal, avec mon conjoint ici, Jean-Simon. Oui, à Pointe-Saint-Charles. On est là depuis une vingtaine d'années, implantés au milieu du quartier, avec nos chevaux, nos poules, nos lapins, tout ça. Et puis, la demande est grandissante. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui n'ont pas accès à des fermes, aux animaux de la ferme. Beaucoup d'enfants ont grandi sur l'île de Montréal sans même voir un cheval. Puis, c'est ça, il y a une demande qui est là, puis on aimerait ça faire participer le plus de gens possible à cette expérience-là. On fait déjà beaucoup de cliniques d'animation avec des jeunes enfants, des personnes âgées. Oui, on fait beaucoup de thérapie. On fait aussi beaucoup d'art, ça a l'air de rien, mais on est beaucoup en demande pour emmener nos chevaux dans des studios de tournage. Par exemple, on a fait les planches du Centaure avec un de nos chevaux. Beaucoup de gens veulent venir les peindre, les prendre en photo. Je pense qu'il y a une place artistique et un petit côté vert aussi à apporter au bâtiment 7 avec ces êtres vivants-là. Je pense qu'en tout cas, on n'est pas à juger des projets, mais moi je trouve que ça serait un super projet dans le bâtiment. On a même pensé que ça pourrait chauffer. Faire du compost, en tout cas il y a toutes sortes de choses. Non mais même le cheval en lui-même dégage une chaleur, là. Je ne sais pas si à un moment donné on ne peut pas en profiter aussi. Un cheval par atelier. Est-ce que tu veux dire deux mots sur le projet de Susan Miller Dance ou de quoi vous avez besoin? C'est quoi votre projet? Well, we have, en anglais, il n'y a pas.
We have a studio in the Belgo building right now, and Suzanne Miller, Alan Video Productions, dance and contemporary dance company. We live in Pointe Saint Charles. We lived here for 10 years. And at Bâtiment 7, I could see a kind of multi-purpose studio for music and dance that serves the community in the sense of developing a kind of more holistic movement techniques, through contemporary dance, and through I teach, for instance, to kids percussion, teaching music through percussion, through rhythm, and then developing melody through that. And so at Bâtiment 7, there would be a great opportunity to serve the community with music and dance and yoga, tai chi, capoeira. So you have a multi-purpose studio that allows for holistic development of the body. So. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Moi, j'ai un projet aussi à proposer. En fait, c'est un projet qui est inspiré de Gordon Matta Clark. J'imagine, enfin, beaucoup d'entre vous le connaissent de nom peut-être. C'est un projet qui n'a jamais été réalisé, qu'il voulait faire sur... Tu veux m'aider? J'ai du mal à parler. Qu'il voulait faire sur un bâtiment abandonné de New York, le Lower East Side. Et en fait, c'est un projet d'école... Ah mince, ça y est, recommence. Bon, c'est un projet d'école, d'école qui est évidemment non conformiste, mais c'est un projet de rassembler des architectes, des artistes et des techniciens dans un même lieu pour justement rénover un bâtiment. Alors, en lisant ça, je me suis dit que ça pouvait vraiment être une source d'inspiration pour nous, vu qu'on a un bâtiment abandonné, en tout cas plus pour longtemps, mais il y a quand même des espaces qui vont être encore en moitié friche. Je pensais que ça serait pertinent peut-être d'en parler un petit peu. C'est pas très grave sinon. Je sais pas, est-ce que... Marc, est-ce que ça t'inspire comme projet? Comment est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place? Comment on pourrait mettre ça en place? En fait, c'est ça. Pour l'instant, on a juste 2 feuilles de papier par rapport à ce projet-là, donc il n'y a pas grand-chose qui a été dit et il n'y a pas beaucoup d'images. Mais en tout cas, c'est très bien expliqué. Le projet de Matta Clark, tu l'as lu déjà. Je pense que la question, on a fait, c'est surtout, on a fait comment, pour moi, on a fait comment on a fait réaliser un tel projet à l'intérieur du bâtiment 7. Et aussi, on avait, dans la réalité, on a fait actuel, on a fait 2 espaces, on a fait le contexte quand même un peu différent, on a fait le contexte à New York, au groupe dans les années 70. Moi, je pense qu'on a fait, c'est qu'on a une interview, on a fait, j'étais approché, on a fait ce que dans différentes réunions, on a fait par des individus qui sont peut-être ici ce soir à Pointe-Saint-Charles, qui ont exprimé une interview, on a fait dans la création d'un coopératif de construction, un coopératif de ministres. Moi, je pense qu'on a fait, c'est qu'il y a vraiment une opportunité, un besoin, on a fait d'encourager, on a fait le travail, le manuel, la production, la fabrication, l'artisanat. Et je pense que c'est qu'il faut mettre en place un peu les moyens. Je pense qu'il y a une façon avec l'idée de ce projet, on a fait l'approprier à court terme, on a fait une partie du bâtiment, on a une certaine partie de l'atelier, on a réalisé qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais ça peut accommoder, on a fait à court terme, on a fait ce genre de projet. Même le oil storage, on a pu accommoder, c'est quand même un magnifique espace pour accommoder ce genre de projet en réalité. Mais vraiment, on a fait voir, moi je trouve intéressant de voir, on a fait vraiment une opportunité de formation et coopératif en fait, dans la communauté, mais vraiment vers, on a fait la fabrication, la réalisation, la construction, on a fait des choses. Le quartier, on a fait, et à former, on a fait donner des opportunités aux jeunes, en fait, dans le quartier aussi, à participer. Je pense que c'est vraiment important. Est-ce que vous allez
pensé d'approcher Habitat for Humanity parce qu'on en a un à Montréal. Oui. Donc, et puis en plus, il y a une section où ils ont des Restore. oui, c'est ça, pas les revues, là, mais je me dis école, cégep professionnelle. On a une école de métier de menuiserie, d'ébénisterie à Montréal. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, pour faire des projets où les élèves, entre guillemets, mettons peut-être un projet où il y aurait des crédits pour avoir des élèves qui seraient presque formés, qui seraient supervisés avec leurs professeurs. Ça donnerait une expérience valable pour eux, puis ça vous donnerait, dans le fond, de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut que ça soit donnant-donnant. C'est pas le but d'exploiter personne, mais ça pourrait être un projet vraiment intéressant pour, en collaboration avec des cégeps ou des écoles d'architecture. Oui, bien sûr. Je pense que vraiment ça peut s'amener en effet aussi à haute dimension en termes d'horticulture et agriculture urbaine. En fait, après, en formation, en fait, de connaissances en fait, qui ont été perdues en fait, dans le temps aussi. Et je pense qu'on peut vraiment développer ça. Je pense que ça peut marier bien en fait, avec ça aussi. Est-ce que le CSA il avait l'idée de faire une garderie, de faire vraiment un lieu de vie pour les gens? C'est quoi la place de l'arrondissement dans le projet de la ville? Est-ce qu'une école alternative, parce que c'est clairement un projet comme vraiment alternatif, là, complètement à part dans la façon de penser, est-ce que la ville est intéressée à rentrer un peu dans l'histoire? Est-ce que vous en voulez pas? Mais la ville, elle n'a rien à voir dans notre projet. Hein. Si on fait une école dans le bâtiment, il va falloir qu'on respecte les normes. Il faut une école, ça prend certaines normes. Oui, mais si tu rentres des enfants, il y a des normes. C'est comme le CPE. Il y a un projet d'école alternative à Pointe-Saint-Charles qui se discute en ce moment. Oui, et puis ça se peut que ce soit plutôt proche des écoles actuelles plutôt que contre les écoles. On espère que ça fera quelque chose comme une complémentaire plutôt qu'une opposition. Mais on n'est pas contre. Si eux ont les permis puis sont capables de s'organiser, il faut que, déjà pour le CPE, c'est compliqué parce qu'il va falloir mettre les lieux à certaines normes. Puis un CPE, c'est plus riche qu'une école alternative qui est montée par des citoyens. Alors, mais on n'est pas contre du tout. On aurait voulu aussi faire un atelier pour les gens. Pointe-Saint-Charles, il y a des très vieilles maisons à Pointe-Saint-Charles, puis il y a des gens qui voudraient rénover, mais qui n'ont pas l'atelier chez eux, puis qui n'ont pas les capacités ou les connaissances. Alors, il pourrait y avoir un atelier qui soit communautaire, où les gens viennent avec leur projet, puis ils reçoivent de l'aide d'une personne pivot pour faire leur rénovation. Il y a aussi, il y avait des métiers anciens qui se perdent. Moi, personnellement, c'était une de mes idées au départ, mais bon, il y a plein d'autres choses, mais de monter une école de métiers anciens, de réapprendre aux gens à faire ce qu'on a au plafond ici, là, on fait venir des gens d'Europe pour les faire parce qu'il n'y a pas la capacité ici. Non, tous les décors en plâtre et toutes ces choses-là. Alors, c'est vraiment des choses qui se perdent. Et puis, il y a des gens qui sont prêts à payer des fortunes pour le faire et nous, on n'a pas les gens pour le faire ici. Je pense qu'on va être obligé de finir là. Donc merci beaucoup, c'est pour notre première présentation. Je vous donne notre adresse internet. Comment je fais pour... En tout cas, je vous donne l'adresse. Est-ce que c'est vraiment ton ordi? Mais oui, mais je sais pas, il est trop timide. Mais bon, l'adresse internet, c'est atelier7anou.org. C'est ça. Donc, là, si... Oui, le 7anou.org. Et c'est ça. Et puis, sinon, vous pouvez joindre un de nous, puis on va vous communiquer comment nous rejoindre.
Action Gardien, Action Gardien, Fonderie d'Armée, Populaire, Google. En tout cas, c'est ça. Tous les projets sont bienvenus et seront étudiés. Merci.